Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Fil des Postes. J'espère que vous allez bien, les amis. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de la Nativité de notre Seigneur. J'espère que vous avez passé aussi un bon réveillon. Je vous souhaite une sainte et bonne année 2022. Même si, effectivement, ça ne va pas être facile, hein. Il va falloir s'accrocher puisque, comme vous le savez, à peine sommes-nous rentrés dans cette nouvelle année 2022 que ce gouvernement de sales crapules nous tombe dessus, nous agresse, nous insulte et veut encore plus donc renforcer les mesures liberticides avec la mise en place de ce pass vaccinal, donc qui est actuellement débattu effectivement à l'Assemblée nationale. On va en parler aujourd'hui. On va revenir aussi sur les propos d'Emmanuel Macron. Alors évidemment, c'est pas une émission préparée aujourd'hui, c'est une émission que je fais un petit peu sur le feu comme ça, parce que j'avais envie de réagir en fait, si vous voulez, à ces propos, à cette situation, mais surtout aux propos d'Emmanuel Macron. Il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il a dit, même si ce sont des propos extrêmement choquants, bien sûr, comme vous le savez. Mais voilà, on va y revenir tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais que tout de même, avant tout, remercier nos amis du Fidépost, les amis du Fidépost qui ont fait des dons. Surtout ces dernières semaines, on a reçu des dons exceptionnels, exceptionnels pour un média comme le nôtre. Je sais pas trop quoi vous dire à part vous remercier et vous garantir de mes intentions de prière pour vous et les vôtres, parce que c'est absolument exceptionnel pour nous, pour un petit média comme le nôtre, encore une fois. Nous avons dépassé la barre justement des 5000 € de récoltés sur notre cagnotte, donc sur notre récolte de fonds pour financer le Fidépost, ce qui est tout à fait exceptionnel. Alors certains diront que c'est pas beaucoup parce que voilà, c'est 5000 € récoltés en 2 ans. Bon, effectivement, on est loin, si vous voulez, des gros... de certains autres médias, dissidents et quoi d'autre. Mais tout de même, de mon point de vue, pour moi, c'est exceptionnel. Je ne sais pas quoi dire, parce que vu de là où on est parti, vu notre taille modeste, c'est exceptionnel. Donc je vous remercie vraiment, les amis. Surtout, encore une fois, les généreux donateurs de ces dernières semaines, parce que ça va vraiment nous permettre au Fidépost de continuer vraiment sur sa lancée cette année. J'ai plusieurs vidéos en préparation, des vidéos qui j'espère vont vraiment vous intéresser, des vidéos de réfutation notamment par rapport à l'islam, des vidéos plus de théologie catholique, théologie dogmatique, etc. Il y aura aussi des entretiens, etc., etc. Enfin, il y a pas mal de matériel qui arrive, et voilà, j'espère que je pourrai continuer, en tout cas moi, le plus longtemps possible à faire des vidéos sur le Fidépost, même si, comme je le disais, j'aurai moins de temps cette année, enfin surtout au fil des mois, au bout d'un moment cette année, j'aurai vraiment beaucoup moins de temps, parce que je développe aussi des projets, enfin j'ai des activités professionnelles à côté, je développe aussi d'autres projets comme Élite Nationale, dont je vous reparlerai. Vous connaissez maintenant peut-être un petit peu mieux Élite Nationale. Je rappelle aussi que les personnes qui font des dons au Fidépost, de toute façon, sont invitées d'office à rejoindre Élite Nationale. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont fait des dons depuis le début au Fidépost, vous avez certainement reçu un mail, justement, qui vous invite à rejoindre Élite Nationale, donc à rejoindre le forum. Et d'ailleurs, quand vous rejoignez le forum, vous pouvez également, donc, occasionnellement, participer aux émissions, puisque nous faisons, ou en tout cas, nous allons faire beaucoup d'émissions cette année avec Élite Nationale. C'est l'une des grosses activités de ce réseau, qui est un réseau évidemment catholique, ouvert à toutes les personnes qui sont sympathisantes évidemment de la cause du règne du Christ roi, qui défendent le catholicisme, la foi catholique, le catholicisme intégral, l'intégralisme donc, la justice sociale, etc. etc. Voilà, c'est tout l'esprit d'Élite Nationale. Voilà, donc n'hésitez pas, et puis même les autres abonnés, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez rejoindre le forum, il n'y a aucun souci. Voilà, ceci étant dit, maintenant, donc si vous le voulez bien, on va d'abord commencer par réagir aux propos scandaleux, absolument scandaleux, d'Emmanuel Macron, donc qui répondait en fait à une interview du Parisien. Et justement, le contexte est important ici. Il répondait à une interview du Parisien. Il n'était pas dans le feu de l'action, il n'était pas face à une horde si vous voulez, de citoyens mécontents. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Donc, il répond à cette question d'une lectrice, une question qui était sélectionnée par les journalistes en fait du Parisien, qui posait la question suivante, ou qui faisait la remarque, voilà, qui disait, voilà, mais tous ces gens-là qui ne sont pas vaccinés, ce sont ceux qui occupent à 85% les réanimations. Et par contre, il y a des gens qui sont atteints de cancer, dont on reporte les opérations, à qui on ne donne pas l'accès aux soins et qui sont vaccinés. Donc ça, c'est la remarque de la personne, de la lectrice, en tout cas la question du journal, en quelque sorte, du Parisien. Ce qui déjà contient ici des mensonges absolus. On nous dit ici, les gens qui ne sont pas vaccinés sont ceux qui occupent à 85% les réanimations. Moi, c'est pas les chiffres du tout que j'ai vus. Les chiffres que je vois, c'est que
actuellement en Réa, il y a à peu près, alors je parle sous votre contrôle, hein, mais moi c'est les chiffres que j'ai vus là ces derniers jours, il y a à peu près 50%, on va dire, un peu plus de 50%, on va dire, allez, 55% de non-vaccinés qui sont hospitalisés en ce moment, et 40%, 45% de vaccinés qui sont hospitalisés. Et il y a une autre statistique qui est beaucoup plus importante, c'est que il y a parmi les morts, les gens qui meurent du Covid ces dernières semaines, là, ces 2-3 derniers mois, il y a seulement 30% de ces personnes qui sont des non-vaccinés. 60 à 70% des personnes qui meurent du Covid sont des doubles, voire même il y a quelques triples vaccinés aussi dedans. Donc là, évidemment, c'est des choses qu'on ne nous rapporte pas dans ce propos. Donc il y a un propos qui est déjà complètement faux, hein, dans ce que dit cette personne. On voit déjà où on veut nous emmener, hein. L'opération ici, c'est quoi? C'est on le voit, hein, c'est tout l'objet d'ailleurs des débats aujourd'hui et hier au Parlement, hein, enfin à l'Assemblée nationale. Quand vous entendez les interventions du gouvernement, des membres du gouvernement et des membres de la majorité, c'est la faute, toute la faute est mise sur les non-vaccinés. S'il y a une recrudescence des cas, etc., c'est la faute des non-vaccinés. C'est leur faute, c'est leur faute, c'est leur faute. Ils sont responsables de tout. Si vous voulez, les vaccins ne marchent pas, c'est la faute des non-vaccinés. En fait, le but de l'opération, c'est ça. C'est le bouc émissaire, maintenant, ce sont les non-vaccinés. Voilà. Donc voici ce que répond Emmanuel Macron à ce que vient de dire cette dame. Je cite. « Ce que vous venez de dire, c'est le meilleur argument. En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. » Alors, je vais juste commenter ce truc-là, parce que c'est hallucinant. En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. Donc, Emmanuel Macron est d'un cynisme incroyable. C'est hallucinant. Hallucinant. En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise, alors que cet individu, Emmanuel Macron, s'il y avait une faculté de mensonge et de bêtise à l'université, clairement, il en serait le doyen, hein, c'est sûr et certain. Si vous regardez les débats qu'il y a eu en ce moment, enfin si vous avez déjà assisté à des débats à l'Assemblée nationale, surtout dans la Ve République, là vous voyez le temple même du mensonge et de la bêtise. Donc il y a eu vraiment une inversion, enfin voilà, on est dans l'inversion permanente ici. Hein. Bref, continuons. Donc voici ce que nous dit encore Emmanuel Macron. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré. Alors ici, il y a deux mensonges, ou en tout cas, il y a encore deux mensonges, hein, du coup. Premièrement, il y a un problème, justement. Puisque ça fait des mois et des mois que les non-vaccinés sont interdits de fréquenter les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, tous les lieux d'activité sociale, comme on dit. Bah, dans ce cas, comment se fait-il qu'on soit à la 5e vague? Puisque les non-vaccinés, qui soi-disant seraient les responsables, justement, des vagues de Covid, n'ont pas accès, justement, aux lieux de vie sociale, qui sont donc les lieux en fait de contamination. Comment se fait-il? C'est simple, la réponse est simple, c'est que même les experts, n'est-ce pas, les experts de la science officielle aujourd'hui reconnaissent tous depuis des mois que même si on est vacciné, on transmet quand même le virus. Non seulement on peut contracter le virus, on peut mourir du virus, mais en plus de ça, on peut le transmettre. Tous les scientifiques admettent ceci maintenant. Enfin, tous les scientifiques, les experts, soi-disant experts, qui, il y a encore un an, disaient le contraire. Bon, on voit ici que, si vous voulez, que le mensonge a été élucidé dans les propos même du menteur en chef Macron. En réalité, de façon logique, les non-vaccinés ne sont pas responsables, puisqu'en fait, ils n'ont pas accès à ces lieux, justement, de loisirs. Ils n'ont pas accès à ces lieux de contamination. Et on le voit, d'ailleurs. Combien de clusters on a vu dans les boîtes de nuit ou dans tel endroit? Là, j'ai vu un cluster tout à l'heure à Marseille sur un bateau de croisière. Tout ça, ce sont des lieux qui sont soumis au pass sanitaire. Donc, on voit qu'il y a un problème déjà dans le propos. Bon. Après, il nous dit la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré. Alors ça aussi, encore, ce sont des mensonges parce que là encore, on voit aussi toutes les opérations de manipulation de l'opinion. Quand vous regardez les sondages qui apparaissent, si vous voulez, au Journal de France 2, sur TF1, sur LCI, sur BFM, etc., sont toujours des sondages, vous savez, du genre sondage Harris Interactive, sondage IFOP, machin truc, sur des échantillons très peu représentatifs, très suspects, hein, toujours 2000, 5000 personnes, ok. Donc on va nous dire 90% d'individus, 90% de Français seraient donc tout à fait OK avec la politique sanitaire d'Emmanuel Macron. Ce qui est bizarre, c'est que quand vous avez des sondages organiques qui sont réalisés sur Twitter ou directement, vous savez, sur des médias, par exemple genre Le Figaro ou d'autres, ou Le Monde, du genre
Voilà, ils vont faire un sondage par clic, en fait, hein, du genre, êtes-vous pour ou contre, par exemple, le pass vaccinal. Tous les sondages que j'ai vus dernièrement, par exemple, le Figaro a fait un sondage sur Twitter, 90% des gens étaient contre le pass vaccinal. Et c'est systématique. À chaque fois qu'il y a des sondages, vous avez toujours une majorité de personnes qui est opposée aux mesures liberticides du gouvernement. Donc quand vous avez des sondages organiques, vous voyez qu'en fait la plupart des gens sont contre ces mesures. Et quand vous avez des sondages évidemment officiellement commandités soit par l'exécutif, soit par ces médias, voilà, ces grands médias, et bien là on voit que ce sont des sondages manipulés. Et donc Macron nous dit c'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Là aussi c'est ce qu'on pense souvent. Je pense qu'en fait, il y a une minorité active qui est activement réfractaire. Par contre, il y a beaucoup de gens qui, ces derniers temps, je pense, rejoignent un peu le mouvement au fur et à mesure. Si vous voulez, plus il y a de piqûres, là on arrive à la troisième, plus vous avez des gens qui disent « Ok, au bout d'un moment, ça va peut-être bien ». Et puis finalement, il y a aussi beaucoup de gens qui se rendent compte que tout ce qui est mis en place, le pass sanitaire, les restrictions, le pass vaccinal, la 3e injection, la 4e injection, tout ça, ce sont des choses que les complotistes, entre guillemets, avaient annoncées il y a déjà 1 an, voire 1 an et demi, voire même 2 ans. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent, effectivement, manifestement, le gouvernement a menti ou a des plans étranges, tandis que ces gens qu'on appelait les complotistes, en fait, eux, manifestement, ils voyaient plus clair dans toute cette histoire. Donc après, voilà, Macron nous dit, voilà, comment faut-il faire pour réduire, en fait, réduire au silence cette fameuse minorité? Eh bien, voici ce qu'il nous dit. Écoutez bien. On l'a réduit, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Mais là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. Voilà. Voilà ce que nous dit le président français en exercice actuellement. Son but, c'est d'emmerder un maximum les Français qui sont réfractaires, qui se posent... En fait, c'est quoi des Français réfractaires par rapport à ça? C'est pas seulement des gens qui refusent de se faire vacciner. En fait, ce sont tout simplement les gens qui se posent les bonnes questions, qui se disent, mais d'où sort ce vaccin? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment ça se fait qu'on le développe aussi vite et que sans aucune garantie réelle et qu'on force en fait les gens à le prendre et qu'on persécute les gens et au-delà de tout sens, enfin au-delà de tout bon sens, quoi. Alors que manifestement cette politique n'a aucun sens, enfin qu'elle n'est pas cohérente d'un point de vue sanitaire, selon l'avis des meilleurs scientifiques, des scientifiques honnêtes et surtout des plus réputés, contrairement aux espèces d'arracheurs de dents qu'on nous invite sur les plateaux, qui sont invités sur les plateaux. Voilà, c'est ça, ce sont les gens réfractaires, ceux qui font encore preuve d'un sens critique minimal. C'est eux, les soi-disant réfractaires, que Macron affirme ici vouloir emmerder jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. C'est littéralement lui qui dit ça. C'est sa stratégie. Donc, effectivement, ce sont des propos extrêmement choquants qui ont fait le tour du monde. Là, dans tous les journaux sur toute la planète, ça fait le tour du monde. Mais imaginez un peu l'image que ça donne. C'est quand même incroyable. Enfin bon. Parce que si vous voulez, de tels propos, même les pires crapules de la Ve République ne se seraient jamais permis une chose pareille. Une crapule comme Chirac ne serait jamais permis de dire ça, en tout cas en public. Ni même un Sarkozy, ni un Hollande. Alors on sait que Hollande, il a tenu des propos plus ou moins en privé, du genre les sans-dents, les trucs comme ça. Bon. Sarkozy, on sait aussi qu'en privé, voilà, c'était pas forcément le mec le plus courtois. Mais publiquement, si vous voulez, des Sarkozy ou des Hollande, qui étaient des traîtres et des crapules absolus, c'était des gens qui avaient encore un petit peu, si vous savez, l'éducation, enfin qui avaient encore connu un petit peu, vous savez, la Ve République à l'ancienne. Mais Macron, on voit que c'est un mec qui en a absolument rien à faire. Il en a absolument rien à faire parce que c'est quelqu'un qui a été vraiment parachuté par certains oligarques à un moment donné pour accomplir certaines choses, certaines politiques de casse sociale, économique, etc. Puisque là, par exemple, il y a aussi une chose importante. Là, on a vu que récemment, le gouvernement a encore accordé, je crois, je ne sais plus combien de crédits aux médias, à la grande presse. Une presse d'ailleurs qui est en fait aux mains notamment des oligarques, justement, d'un certain nombre d'oligarques français, voire étrangers.
Ça se compte en plusieurs centaines de millions, hein. Des centaines de millions accordés justement à ces journaux qui sont parasitaires, dont l'essentiel de l'activité consiste en fait à diffuser une propagande anti-française, anti-naturelle, anti-chrétienne, etc., etc. Et le gouvernement finance, enfin le gouvernement, avec l'argent des contribuables, finance tous ces médias qui évidemment ne méritent pas un seul sou et qui mériteraient en fait pour la plupart d'entre eux de voir leur bureau saccagé et de voir leurs propriétaires et leurs journalistes expulsés du pays. Eh bien, voici comment évidemment le gouvernement achète en fait en réalité tous ces médias qui de toute façon, à mon avis, n'ont pas beaucoup d'intérêt, si vous voulez, à s'opposer vraiment au gouvernement, quoi. Mais voici l'état des choses. Voici l'état des choses. Et pendant ce temps, eh bien, je crois que sous le seul mandat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire depuis 2017, il y a environ 14 000 lits en réanimation qui ont été supprimés dans les hôpitaux. 14 000. Donc bien avant, si vous voulez, ça a commencé bien avant, évidemment, l'arrivée de ce virus et de cette soi-disant pandémie. Donc on voit en réalité que ce gouvernement suit en fait la logique, hein, notamment à partir vraiment depuis Sarkozy, hein, la casse vraiment de la souveraineté française qui s'est accompagnée en fait de la casse du service public français. Donc tout ceci va ensemble en fait. On cherche vraiment à démanteler la France par tous les moyens et tout en évidemment important en même temps des centaines de milliers d'immigrés clandestins tous les ans. Et pendant ce temps, eh bien, on prive les Français de leurs biens publics, de leurs biens communs. Et en plus de ça, on les hystérise, on les matrix, on les insulte, etc., etc. Donc c'est vraiment une situation absolument abominable. Bon, ça c'est une partie du propos d'Emmanuel Macron, mais il y a une autre partie qui est très importante dans cette interview. Voici ce qu'il dit. Et pour moi, c'est vraiment la partie la plus importante, hein. Parce que là, ce sont des propos scandaleux sur la forme, évidemment, sur le fond aussi, bien sûr, mais il y a un propos beaucoup plus grave. Voici ce que dit également Emmanuel Macron. Je cite: « C'est l'immense faute morale des antivax. Ils viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable, et un irresponsable n'est plus un citoyen. » Fin de citation. Ça, ce sont des propos extrêmement, extrêmement graves. Et ce sont surtout ces propos-là qui ont fait le tour du monde. Parce que là, on voit clairement qu'il y a un pas qui est franchi. Vous avez un président en exercice qui publiquement affirme que les personnes donc anti-vax, ou bref, ceux qui refusent la vaccination, ceux qui sont critiques vis-à-vis de cette vaccination et de cette politique de vaccination obligatoire, ces personnes sont irresponsables, et donc ils ne sont plus, potentiellement, matériellement, ils ne sont plus des citoyens en fait. Voici ce que nous dit tranquillement Emmanuel Macron, président de la Ve République. Ce sont des propos normalement qui devraient, si vous voulez... Alors évidemment, on en a vu d'autres, hein, je veux dire, depuis que moi je suis à peu près en capacité, si vous voulez, d'avoir une conscience politique, on en a vu d'autres, hein. On a vu les années Sarkozy, les années Hollande, mais là on atteint le summum, ou peut-être qu'on atteint plutôt le fond du trou. Mais là encore, vous savez, il y a une inversion tout à fait incroyable. C'est ça qui est le plus scandaleux peut-être. Ici, Emmanuel Macron dit que les anti-vax ou les non-vax, etc., bref, ce sont eux les irresponsables. Alors que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec des chiffres très simples, avec une analyse très simple de la situation, on peut voir qu'en réalité, les non-vax ou les anti-vax ne peuvent pas être responsables de la situation. Au contraire, les non-vax, justement, revendiquent justement ce principe de responsabilité. Nous prenons la responsabilité de choisir ou d'estimer que ce vaccin ne semble pas sûr, il ne semble pas efficace manifestement, puisque manifestement les gens qui sont vaccinés, double vaccinés, triple vaccinés, chopent quand même le Covid, transmettent quand même le Covid, et meurent même du Covid. Donc manifestement ce vaccin ne marche pas, c'est une évidence, hein. Alors on nous dit oui, ça protège des formes graves, machin truc, c'est ce qu'on nous répète, tous les golems nous répètent ça, hein, depuis des mois et des mois, oui mais ça protège des formes graves. Ah bon? Quand vous regardez les chiffres de ces derniers mois, les chiffres officiels de l'adresse ou des autres agences de santé, on voit que 60 à 70% des gens qui meurent dans les hôpitaux, là, dernièrement du Covid, ce sont des double vax. Enfin, en tout cas, ce sont des gens qui ont su au minimum une dose de vaccin.
mais la plupart du temps qui ont au moins reçu 2 doses. Et ces gens-là meurent quand même du Covid. Donc ce vaccin ne protège pas des formes graves non plus. Donc tout ceci est un mensonge, tout ceci est une escroquerie, mais pire qu'une escroquerie, on fait face ici à quelque chose qui est proprement insondable. Bon. Donc voilà, cet argument de l'irresponsabilité, c'est vraiment une inversion absolument scandaleuse, absolument dégueulasse et absolument cynique. Mais il y a encore autre chose de encore plus cynique. Parce que vous savez que les gouvernements, les agences de santé, les autres institutions donc, qui sont liées à tout ça, et donc je parle des institutions européennes notamment, et également les fabricants, Pfizer, AstraZeneca et les autres, vous savez très bien qu'ils ne sont pas responsables. Ça fait partie justement des clauses, des contrats qui ont été passés, et des aménagements, des règlements en fait, qui ont été mis en place au niveau, en tout cas en France, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, mais en tout cas en France c'est comme ça. Les gouvernements et les fabricants ne sont pas responsables. Pénalement, légalement, ils ne sont pas responsables des effets secondaires néfastes qui pourraient survenir avec ces vaccins expérimentaux. Donc vous avez un type qui est un traître à la nation, qui est une marionnette en fait de l'étranger ou des oligarques, du capitalisme international, qui vous dit tranquillement que vous, le français, anti-vax ou non-vax ou quoi, en tout cas qui vous exercez en fait votre droit de citoyen, votre liberté de parole, votre liberté tout simplement d'avoir souveraineté sur votre corps, Macron vous traite d'irresponsable. Alors que cet individu-là et tous ses complices, eux sont irresponsables, sont effectivement irresponsables si il vous arrive, vous, un problème, si votre fils ou tel proche a une complication par rapport au vaccin, je sais pas, qui fait une embolie pulmonaire ou qui fait je sais pas quoi d'autre, voilà, qui a un problème, et on en a vu quand même, il y a quand même un sacré paquet, des effets secondaires même qui ont très mal tourné, ce gouvernement n'est pas responsable. Mais c'est ce gouvernement qui ose nous dire que ce sont nous les irresponsables. Bref, nous sommes dans l'inversion totale. Et c'est vraiment fatigant en fait. C'est vraiment fatigant, je pense que beaucoup de gens sont un peu dans cet état d'esprit. On en a plus que marre, et on le voit par exemple si vous avez vu les images là récemment qui ont fait un petit scandale il y a 2-3 jours. Vous savez, ce boomer basé, que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cet homme. On devrait vous péter la gueule! Qui a interpellé, vous savez, les journalistes là, de BFM en leur disant qu'il faudrait leur péter la gueule. J'aime beaucoup ce monsieur. Il incarne vraiment le bon esprit français, voyez-vous. Et en fait, c'est ça, vraiment. Moi, là, je vous le dis clairement. Je ne suis pas forcément un violent de nature, mais en politique, il faut quand même une forme, si vous voulez, déjà, quand on a le pouvoir, évidemment, on peut utiliser de la violence. Mais quand on n'a pas le pouvoir, à un moment donné, en fait, il y a aussi une violence légitime de la part du peuple quand on fait face à une tyrannie. Parce que proprement, nous sommes dans une situation de tyrannie. Il y a des gens qui parlent de dictature, de ceci, de cela, de fascisme ou je sais pas quoi. Ce sont des gens, vous savez, du genre Juan Branco et tous ces gens-là. Bon, tout ça, ce sont des branquignoles. Tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas forcément des ennemis, en tout cas sur cette question-là actuelle, mais ce sont des gens qui n'ont pas les bons logiciels. On ne fait pas face ici au fascisme ou je sais pas quoi. On fait face à la tyrannie. C'est ce qu'il y a de pire. C'est la tyrannie, tout simplement. En fait, c'est l'injustice institutionnalisée, tout simplement. C'est ce à quoi on fait face. Et on le voit justement avec les débats qui ont lieu actuellement à l'Assemblée nationale. Alors, vous avez eu des reports de séances, mais principalement pour des questions vraiment politiciennes, en fait. C'est ça qui est vraiment décevant, c'est que vous avez eu des blocages qui ont été liés, évidemment, en fait, vraiment parce que certains groupes, notamment, je crois, les centristes et surtout les LR, voilà, simplement pour emmerder, en fait, là, pour le coup, Olivier Véran et le gouvernement, voilà, ils ont trouvé des moyens. Allez, il y a aussi eu un report hier, évidemment, enfin, la nuit dernière, à cause justement des propos d'Emmanuel Macron. Mais en réalité, quand vous voyez que l'immense majorité, enfin de toute façon on voit que le gouvernement a une majorité en fait, ils ont une majorité à l'Assemblée actuellement, puisqu'ils ont avec eux, donc déjà ils ont le groupe LREM, et tous ceux qui sont ralliés à ce groupe,
Ils ont le PS aussi, qui vote de toute façon avec eux sur cette question, et qui est même encore plus offensif. Vous avez également avec eux une bonne partie en fait de LR. Je rappelle que LR, c'est ce parti de couilles molles et de sales traîtres qui a porté à sa tête Valérie Pécresse, en tout cas pour ce qui est de l'élection qui arrive. Et Pécresse a toujours été encore plus, si vous voulez, encore plus radical que Macron sur ce qu'il fallait faire pour les confinements, pour la vaccination, etc. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que... Je crois que c'était Christian Jacob là, qui est passé hier sur BFM qui disait voilà, que eux ils vont voter pour le pass vaccinal en fait. Donc là je crois que les débats ont continué cette nuit. Ça ne sent pas très bon parce que les amendements, si vous voulez, les plus sensés qui avaient été déposés, y compris par certains députés LR, qui sont... Voilà, à LR, tout le monde n'est pas non plus... ils sont pas tous fous, il y a quand même encore quelques braves personnes, on va dire, au moins, ou qui ont au moins, si vous voulez, encore un petit peu de sens politicien et qui se disent il faut quand même peut-être mieux défendre effectivement les intérêts de la population, même par opportunisme. Donc même les meilleurs amendements ont été rejetés. Il y avait un amendement pour que, vous savez, les personnes qui vérifient les passes n'aient pas le droit de demander des pièces d'identité. Eh bien, cet amendement a été rejeté. Voilà, donc désormais, enfin, si le texte passe comme ça, eh bien, vous allez au restaurant ou quoi d'autre, eh bien, vous savez, l'espèce de mec là qui vous attend à l'entrée pour vérifier votre passe pourra, s'il y a un doute, il pourra vous demander la pièce d'identité. Ce qui est illégal, basiquement, enfin, bon, mais bref. De toute façon, il n'y a plus de droit. Il y a aussi un autre amendement, alors là encore peut-être plus grave, qui a été rejeté. Il y a une députée LR également qui a proposé qui a posé un amendement pour dire que voilà, on dit que les lieux de vote, les bureaux de vote, ne doivent absolument et jamais être soumis au pass sanitaire. Cet amendement a été rejeté. Et vous savez où ça va mener. Ça va mener à ce que, et potentiellement, les bureaux de vote seront fermés aux personnes qui n'ont pas de passe sanitaire. C'est potentiellement ce qui va se passer. Enfin, c'est le sens, parce que pourquoi rejeter finalement cet amendement sinon? C'est extrêmement grave. Et ça, on le verra, si évidemment ce texte passe en tant que tel, on verra les conséquences que ça pourra avoir. Et là, encore une fois, les prophéties des complotistes se réaliseront. Ça fait des mois, effectivement, qu'on subodore que ça va se finir comme ça, que finalement, si vous n'êtes pas vax, ou en tout cas si vous n'avez pas de passe sanitaire à jour, ou de passe vaccinal à jour, ben vous ne pourrez pas accéder au bureau de vote. Alors peut-être qu'on pourra voter en ligne ou quoi d'autre, avec tous les risques de bugs, entre guillemets, ou de fraude carrément, qui peuvent exister. Donc pour moi, les pourparlers là, à l'Assemblée ne présagent rien de bon. Pour moi, ça n'a pas l'air très bien engagé. Je veux dire, cette Assemblée, même les deux parlements, enfin l'Assemblée et le Sénat, ont toujours suivi le gouvernement depuis le début sur ces questions-là. Les oppositions sont essentiellement politiciennes, en tout cas de la part de LR. Évidemment, vous avez des personnes de qualité, vous avez quelques centristes, vous avez Dupont-Aignan, vous avez Marine Le Pen, vous avez aussi le gars là, du Béarn, j'ai oublié son nom, Lassalle. Voilà, vous avez d'autres personnes comme ça qui effectivement résistent, même des gens de LFI, il faut le reconnaître, qui résistent un petit peu à tout ça. Même Aurélien Taché, je crois, c'est pour vous dire à quel point là où nous en sommes, essaye de résister à tout ça, mais voilà, c'est une minorité quand même. Enfin, ils sont en minorité. En général, il y a à peu près entre 90 et une centaine de députés qui s'opposent vraiment systématiquement au texte du gouvernement. Mais voilà, vous avez ensuite une majorité de 250 et plus députés qui, eux, votent avec la majorité, votent avec le gouvernement, et donc qui vont faire passer tout ça encore une fois. Et ne comptez pas sur le Conseil constitutionnel, sur le Conseil d'État pour nous sauver. Il y a encore quelques mois, il y avait des gens qui pensaient « Ah oui, mais tout ça, c'est pas constitutionnel, tout ça, ça va pas passer. » Vous allez voir que voilà, il y a encore l'état de droit. Ben non, il n'y a plus d'état de droit. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'avantage, ou peut-être le seul point positif qu'on pourra retenir de ce mandat Macron, je ne sais pas si Macron va se présenter, il n'en est pas encore sûr actuellement, je ne sais pas s'il sera réélu, peu importe, mais en tout cas, l'un des aspects peut-être positifs qu'on pourra retirer de ce mandat désastreux,
c'est la fin de l'état de droit, ou en tout cas la fin de l'imposture de l'état de droit, puisque finalement, on l'a vu depuis 2 ans, le gouvernement ne fonctionne que par décret. Arrêté, décret, des proclamations à l'emporte-pièce dans les médias, on navigue à vue, et même pas que sur cette question, en fait, pas seulement sur cette question sanitaire, hein, mais sur pas mal d'autres sujets, le gouvernement fonctionne par décret. Voilà, vraiment par ordonnance et des choses comme ça. Alors, ce qui n'est pas forcément mal en soi. En soi, c'est pas forcément. Moi, je suis pas forcément opposé à ce type de gouvernance, parce que je ne suis pas spécialement, moi, favorable au parlementarisme. Je suis même assez opposé, surtout dans ce qui concerne les affaires directes, enfin, les questions vraiment qui concernent, si vous voulez, la destinée de la nation. Mais c'est assez paradoxal parce que finalement, l'opposition aujourd'hui la plus efficace à Macron, en tout cas celle qui pourrait devenir celle qui pourrait être la plus efficace, entre autres, le camp national, Marine Le Pen, Zemmour et tout ça. Surtout chez Zemmour, on voit que Zemmour est très inspiré par le modèle illibéral, avec un I, donc, qui est notamment le modèle qui est suivi et qui est revendiqué d'ailleurs par Viktor Orban, également par les gens qui sont au gouvernement en Pologne. Donc qui est une forme, si vous voulez, de politique qui justement vise à renforcer en fait le côté exécutif, donc vraiment fonctionner en se passant, alors pas forcément en se passant systématiquement du Parlement, mais où l'on repose moins, si vous voulez, sur cette farce des coalitions, des magouilles parlementaires qui vraiment sont le poison vraiment de toutes les nations européennes ou de toutes les nations qui ont ce genre de système démocratique, de démocratie parlementaire représentative et libérale. Et c'est ce qu'on voit en Allemagne. En Allemagne, c'est un pays vraiment qui est... C'est horrible, hein, au niveau de la gouvernance là-bas, au niveau de la représentation parlementaire, c'est absolument horrible. À chaque fois, c'est que des gouvernements par coalition, des coalitions les plus baroques possibles. Hein, bref, et donc finalement en France, alors c'est un peu différent, mais on n'a pas ce système de coalition à proprement parler, mais on a quand même finalement des coalitions de fait, comme on le voit actuellement. Hein. On voit clairement qu'aujourd'hui, vous avez, si le gouvernement a une majorité, c'est aussi parce qu'il a certes beaucoup de députés, mais aussi parce que vous avez des gens au PS, aussi un petit peu chez les Verts et surtout aussi chez LR, qui soutiennent en fait objectivement la politique du gouvernement, quoi, systématiquement, sur beaucoup de sujets du moins, et qui ne s'opposent que par effet de spectacle politicien ou par opportunisme vraiment topique. Donc c'est pour ça que, quelque part, paradoxalement, la gouvernance d'Emmanuel Macron a été en fait assez illibérale, hein, de ce point de vue-là. Alors que, d'un autre côté, on assimile plutôt les illibéraux, hein, du genre Orban ou le gouvernement en Pologne, j'oublie à chaque fois évidemment le nom du président là-bas, et du Premier ministre, peu importe, mais en tout cas, voilà, ce sont plutôt des politiques de droite. Hein. C'est l'Europe de Visegrad, voilà, ce sont plutôt des politiques de droite, pro-chrétiennes, ou en tout cas pro-famille, anti-immigration, etc., etc. Alors que Macron, c'est tout le contraire. Mais, quelque part, Macron, malgré lui, a ouvert, justement, si vous voulez, cette boîte de Pandore illibérale. Donc il est possible que si demain, des représentants du camp national, en tout cas celui voilà, les gens qui sont en place, peu importe qu'on soit... vous savez qu'on est très critique par rapport à Zemmour ou à Marine ici, mais peu importe. En tout cas, ce sont eux qui ont des chances d'accéder au pouvoir demain. Quelque part, ils pourront... C'est ça qui est peut-être intéressant, c'est qu'ils pourront beaucoup moins se gêner, si vous voulez, grâce justement à l'expérience Macron. Ils pourront vraiment avoir une gouvernance illibérale. Hein, ils pourront finalement fonctionner par décret, par ordonnance, par arrêté. Surtout sur des questions majeures, hein, très urgentes, hein, genre immigration, réforme de la justice ou des sujets sociétaux. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron n'a que gouverné comme ça, quasiment. Hein. Donc pourquoi il se gênerait demain, hein, si vous voulez par exemple mettre fin d'un coup, je sais pas moi, à l'immigration massive ou à la politique des frontières, enfin voilà, tout un tas d'autres sujets comme ça un petit peu urgents. Donc ça c'est peut-être le seul côté positif qu'on pourra garder de la présidence Macron, mais après
Les dés ne sont pas joués, hein, on ne sait pas si Macron va se représenter. Il y a aussi la composition, enfin il y a aussi la concurrence ou plutôt la concurrence ou la complémentarité de Pécresse, hein, qui pourrait très bien faire une bonne alternative à Macron et qui semble vouloir se mettre dans cette position-là. Et puis voilà, quelles sont les chances finalement de Zemmour ou de Marine? Encore une fois, au-delà de ce qu'on pense d'eux, hein, si on regarde ça de façon objective, bon, quelles sont vraiment leurs chances, surtout s'ils y vont de façon séparée? Ce sont des questions justement auxquelles nous répondrons sans doute dans une émission d'Élite Nationale, hein, qui va paraître cette semaine, normalement qui sera sans doute en ligne samedi. Voilà, on va enregistrer l'émission vendredi soir normalement sur le groupe. Et voilà, je pense qu'on va parler de tous ces trucs-là justement. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, je crois. Enfin, j'aurai aussi d'autres choses à dire encore une fois, mais je pense que je vais m'arrêter là, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette politique sanitaire? Enfin, plutôt de cette mise en place du pass vaccinal. Est-ce que vous pensez qu'il va passer vraiment? Est-ce que vous pensez, je crois que c'est quand cette semaine, le 8, il y a, vous savez, cette... je sais pas, je crois qu'il y a Philippot qui veut faire cette espèce d'union sacrée, là. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir s'en sortir? En tout cas, moi je pense que vraiment, et vous savez, je pense que vous êtes tous d'accord avec ça ici, je pense vraiment qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver ce pays. Si tant est que la France le mérite, hein, parce que là aussi il y a une question qui se pose. Et pourtant, attention, je ne suis pas un providentialiste ni un surnaturaliste. Je pense en fait qu'il faut bien prendre la balance des choses. Je suis convaincu, et certes, que Dieu seul peut sauver ce pays, dans le sens où nous devons vraiment mériter, si vous voulez, on le voit vraiment, nous devons vraiment mériter les grâces de Dieu. Pour que Dieu vienne à notre aide, il faut absolument que de plus en plus de Français vraiment se tournent radicalement vers la foi catholique. Hein. Mais quand je dis radicalement, c'est vraiment en mode intégriste. C'est pas juste, en mode mièvre et tout ça, non. Parce que c'est seulement à ce moment-là, hein, je sais pas moi, il faudrait au moins qu'un tiers des Français vraiment se retournent vraiment à la foi catholique intégrale. Et là, peut-être que Dieu, effectivement, nous donnera les forces nécessaires à la prise de pouvoir et nous permettra évidemment de châtier tous ces mauvais, tous ces sales traîtres, tous ces gens qui nous empoisonnent depuis des décennies, voire même 2 siècles. Je pense que c'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir, mais il faudrait pour ça aussi que les Français s'en rendent compte. Et malheureusement, vous avez beaucoup de Français encore aujourd'hui qui croient, qui sont trompés, hein, malgré eux, même des gens de bonne volonté, mais qui sont encore dans l'illusion, qui pensent que tout ce qui se passe en ce moment, si vous voulez, c'est une trahison de nos principes démocratiques. Macron et son gouvernement sont antidémocratiques. C'est un scandale, que fait l'Assemblée? Il faut destituer Macron, mais... Ça, c'est un peu la naïveté des gens, hein, et ça aussi, il y a des questions qui se posent par rapport à la citoyenneté. J'en ai pas parlé aujourd'hui, ce serait trop long, mais il va falloir... vous savez que l'une des principales propositions politiques, hein, qui est la mienne, pour moi, l'urgence vraiment politique, hein, c'est vraiment de changer les constitutions, d'avoir une constitution qui consacre vraiment la France et sa loi, son droit, tout simplement à la loi divine, en fait. À la loi divine, il faut que tout simplement que la Constitution reconnaisse effectivement que toute la loi française découle de la loi divine, du droit catholique, en fait, tout simplement. Tout doit venir de là, en fait. Et à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a aussi des questions qui se posent, hein, par rapport à la citoyenneté, par rapport à nos institutions, à notre modèle de représentation. Il y a énormément de problèmes par rapport à ça, et il faudrait qu'on travaille là-dessus, parce que beaucoup de gens ne semblent pas comprendre que lorsqu'ils pestent, si vous voulez, contre cette soi-disant absence de démocratie, les gens ne comprennent pas que l'aspect diabolique de la démocratie, ou en tout cas de la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui en France, là, l'aspect diabolique de tout ça, c'est que les gens, lorsqu'ils votent, ou même lorsqu'ils ne votent pas, en fait, donnent mandat à toutes ces crapules qui sont actuellement à l'Assemblée ou au président, il leur donne mandat en fait pour gouverner, et donc pour voter à votre place, ou en tout cas pour prendre des décisions en votre nom. Donc tous ces députés ne sont pas, si vous voulez, dans un processus antidémocratique. C'est là où est toute l'arnaque, si vous voulez. Donc c'est pas tellement sur ces... Les gens pensent vraiment, enfin on a habitué les gens, les Français, on leur a
on leur a mis dans la tête que la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui, donc représentative, parlementariste, etc., c'était le nec plus ultra de la civilisation humaine et de la justice, etc., etc. Alors que c'est faux. C'est pas là que ça se base. Tout commence par la Constitution. Une fois que vous avez une Constitution qui encadre de façon très stricte, justement, toutes ces questions de justice, de morale, de liberté, etc., etc., et de gouvernance aussi, bien sûr, bah là, ça devient beaucoup plus clair. Et là, vous pouvez effectivement encadrer beaucoup mieux des systèmes de représentation qui, de toute façon, ont toujours existé et doivent exister, à mon avis, dans un État, surtout à l'heure actuelle. Mais là, du coup, vous pouvez vraiment beaucoup plus canaliser. Parce que là, aujourd'hui, le truc, c'est que la démocratie, telle qu'elle existe aujourd'hui, amène, en fait, à la corruption, aux magouilles occultes, en fait, et aussi à la tyrannie oligarchique, en fait. Hein. C'est là où ça nous mène, en réalité. Et ça, Platon l'avait déjà compris il y a déjà fort longtemps. Bref, bon, je m'arrête là. On en parlera une autre fois, peut-être. D'ici là, ben, je vous dis, ma foi, écoutez, passez une bonne fin de semaine. On se retrouve très bientôt pour une vidéo sur le Feed des Postes qui parlera cette fois-ci beaucoup plus on va revenir sur nos sujets de prédilection, hein, apologétique, théologie, tout ça. C'est quand même plus sympathique. C'est quand même plus utile, surtout. Que toutes ces histoires politiciennes. Mais voilà, pour ceux qui sont plus fans de politique, n'hésitez pas à vous abonner à Élite Nationale, la chaîne YouTube. On est aussi sur Twitter. N'hésitez pas à rejoindre également le forum, etc., etc. Bon, en tout cas, d'ici là, que Dieu vous garde. Faites attention à vous et à bas la Macronie. Ciao.